Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la médecine occidentale est née du sang et des larmes des Noirs. Ce qu'on nous explique ici, c'est pourquoi il y a toujours cette tendance dans les institutions médicales à vouloir utiliser les Noirs comme cobayes. C'est parce que c'est lié à l'histoire de la médecine occidentale. Cette médecine s'est développée pendant les siècles de l'esclavage en utilisant les Noirs comme... Les récits nous disent que les Noirs, quand ils étaient vivants, poussaient des hurlements de douleur devant des médecins qui étaient totalement impassibles, qui n'éprouvaient pas la moindre pitié. Et ça a été ainsi pendant 500 ans. Le journal des meilleures pratiques de la recherche clinique que vous avez sous les yeux, l'édition du 11 novembre 2008, présente un livre intitulé « Apartheid médical ». Apartheid médical, alors le titre complet, l'histoire sombre de l'expérimentation médicale sur les Noirs américains depuis les temps coloniaux à aujourd'hui. Il explique pourquoi, globalement, les Noirs aux États-Unis sont en moins bonne santé que les Blancs, ce qui interrogeait les sociologues et les personnels de santé. Et certains avaient conclu que c'est parce que les Noirs, étant plus pauvres, ont moins accès aux soins. Mais en fait, le livre explique que ce n'est pas la raison principale. Si les Noirs aux États-Unis sont globalement en moins bonne santé que les Blancs, c'est parce que pendant des siècles, les Noirs ont subi des expérimentations médicales qui ont toujours des effets sur la génération d'aujourd'hui. On leur injectait des produits à titre expérimental, des virus qui étaient fabriqués, ainsi que des maladies pour étudier l'évolution d'une pathologie dans un corps humain ou pour voir si un virus qu'on avait fabriqué fonctionnait correctement. Et ces pratiques se sont poursuivies bien au-delà de l'abolition de l'esclavage. Et quand ces Noirs que l'on vaccinait avec du poison survivaient et avaient des enfants, ces enfants naissaient également avec des troubles, avec des pathologies qui se transmettaient dans les gènes sur plusieurs générations. Et c'est pour ça que les Noirs américains aujourd'hui sont en moins bonne santé que les Blancs. C'est-à-dire que ce que les esclaves ont subi était tellement effroyable que leurs descendants aujourd'hui en subissent encore les effets. Et ces expérimentations étaient faites soit à la demande du gouvernement, soit à la demande de l'armée, soit à la demande des laboratoires pharmaceutiques. Et après l'esclavage, c'est principalement les Noirs en prison qui ont subi ces mauvais traitements. C'est-à-dire que à l'époque, un Noir pouvait se retrouver en prison au point oui ou point non. Il suffisait par exemple qu'il siffle une femme blanche dans la rue pour être soit pendu, soit emprisonné. Et une fois en prison, il subissait les pires sévices expérimentaux et beaucoup sont morts, d'autres sont devenus fous ou handicapés. Que savez-vous des relations entre Noirs américains et science? Eh bien, entre 1932 et 1972, le service de santé publique fédéral a refusé de donner un traitement à un groupe d'hommes noirs américains atteints de syphilis afin d'étudier les effets à long terme de cette infection. Je sais très bien que je suis blanche. Et de Portland? Cet épisode, que l'on a appelé l'étude de Tuskegee, est très symbolique de la manière dont la médecine occidentale a utilisé les Noirs. De 1932 à 1972, donc pendant 40 ans, 400 Noirs d'Alabama atteints de la syphilis ont été utilisés à des fins expérimentales pour trouver un traitement contre la syphilis. Mais ils ne le savaient pas. On leur avait juste dit qu'ils suivaient un programme pour traiter leur maladie. Une dizaine d'années après le début de cette expérience, un traitement contre la syphilis a été trouvé, la pénicilline. Et donc la question s'est posée de savoir si l'expérience devait être stoppée.
Mais les médecins ont décidé que non. Ils ont décidé de poursuivre l'expérimentation jusqu'à la mort de tous ces noirs parce qu'ils voulaient étudier les effets de la syphilis sur un homme en phase terminale. Et ça, les noirs ne le savaient pas. C'est-à-dire que ces médecins avaient un traitement, un moyen de leur sauver la vie, mais ils le leur ont caché parce qu'ils voulaient les observer mourir. Quelle cruauté! Voici le formulaire que les volontaires devaient signer et remplir. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un document officiel puisqu'il vient du service de santé publique. Et donc, les personnes n'avaient aucune raison de se méfier puisque c'était une démarche, un formulaire tout à fait officiel. Et là, comme vous voyez, par exemple, il leur dit ici, vous avez maintenant une dernière chance d'obtenir un second examen. Cet examen est un très spécial et une fois qu'il sera fini, on vous donnera un traitement spécial s'il est avéré que vous êtes en condition pour le supporter. Donc là, ce qu'il leur disait, c'est que on va leur faire un second examen et si physiquement ils peuvent le supporter, et bien là, ils auront un traitement spécial par rapport à leur maladie qui était la syphilis. Donc, il leur mentait. Donc, ils leur disent après, si vous voulez cet examen spécial, ce traitement et cet examen spécial, vous devez rencontrer l'infirmière A. Elle vous amènera à l'hôpital Institut de Tuskegee pour ce traitement gratuit. Vous voyez, traitement gratuit parce que tous ces gens étaient très pauvres. Et ils disent ici à la fin, souvenez-vous que c'est votre dernière chance d'obtenir ce traitement spécial gratuit. Assurez-vous de rencontrer l'infirmière. Donc on faisait tout ici pour les amadouer, pour les rassurer et on jouait sur le fait que ils pouvaient bénéficier d'un traitement gratuit. Et ça, c'est ce qu'ils leur ont envoyé au bout de 25 ans, après le début de l'étude. C'est une sorte de certification. Ce certificat est adressé à, donc là, on mettait le nom du volontaire, en reconnaissance de 25 ans de participation active à l'étude de recherche médicale Tuskegee. Vous voyez, daté de 1958 et signé par le chirurgien général. Donc ça, c'était vraiment pour les amadouer, pour les féliciter, pour pas qu'ils se méfient. Alors que, en parallèle, comme le montre cet autre document, il comptabilisait ceux qui restaient en vie et ceux qui mouraient. Là, on a ici le nombre, le pourcentage de ceux qui sont morts et le pourcentage de ceux qui restaient. Cette affaire a duré 40 ans. Et pendant ces 40 ans, personne n'a rien dit. Des centaines de personnes ont travaillé sur ce dossier, des médecins, des infirmiers, des fonctionnaires gouvernementaux, mais personne, pendant ces 40 ans, n'a rien dit. Sauf un homme qui, en 1972, a décidé de tout balancer à la presse. Et c'est là que l'expérience a pris fin, alors que la majorité de ces Noirs étaient morts. Une vingtaine d'années plus tard, Bill Clinton a fait ces déclarations. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Le problème avec ces gens, c'est que les excuses ne sont jamais spontanées. C'est toujours après coup. Lorsque l'affaire
a été rendu public et choque l'opinion publique, que les excuses surviennent. Mais combien d'autres affaires sont restées secrètes, sont restées cachées, parce que personne n'a eu le courage ou l'humanité de parler. Nous devons nous souvenir de cette histoire. Nous devons avoir en mémoire la souffrance de toutes ces femmes et de tous ces hommes noirs, parce que si nous ne tirons pas leçon de ce qu'ils ont subi, c'est comme s'ils avaient souffert pour rien. Et la question que je pose maintenant, c'est: est-ce que les tortionnaires ont changé? Quand ils disent qu'ils veulent sauver les Africains, est-ce qu'on peut les croire? Est-ce que vraiment ces gens se soucient de la santé et du bien-être des Africains? Voyez ceci. Bonjour Stéphane Mandard. Bonjour Hugo Clément. Vous avez réalisé une enquête qui révèle des informations assez incroyables, notamment sur des pesticides considérés comme dangereux, qui sont interdits à la vente aujourd'hui en France et dans l'Union européenne, mais que la France continue à fabriquer pour les vendre dans des pays en développement. Ça paraît dingue. C'est complètement dingue. C'est pas des petits pesticides qu'on emploie de façon anodine dans les jardins, monsieur tout le monde. C'est des pesticides qui sont les plus toxiques au monde. Il y a quoi comme pesticide par exemple qui est interdit chez nous mais qu'on continue à produire pour vendre à l'étranger? Alors, le pesticide le plus connu, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'atrazine. C'est un pesticide qui est utilisé beaucoup dans les champs de maïs et c'est interdit depuis 2003 au niveau européen parce que c'est une molécule qui a des conséquences sur le développement intra-utérin. C'est reprotoxique, c'est génotoxique, ça peut avoir des répercussions sur le développement d'un fœtus ou ensuite sur des points de QI en moins pour un enfant. C'est vraiment la molécule la plus connue. Cette atrazine, on continue à le fabriquer en France. Il y a 19 sites en France, c'est assez faramineux, qui tous les jours vont produire ces pesticides interdits. À quel endroit? C'est tenu secret. J'ai posé la question à ces producteurs pour savoir quelle quantité et où, et ils n'ont pas voulu me répondre. Ils se réfugient derrière le secret des affaires. Quels sont les pays concernés par nos exportations de produits dangereux? C'est évidemment ce qu'on appelle les pays en voie de développement ou les pays émergents, les pays à faible revenu, les pays africains, le Mali, le Bénin, le Togo, aussi la Tanzanie, c'est aussi en Amérique latine, l'ex-bloc d'Union soviétique, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes qu'au niveau de l'Union européenne. C'est beaucoup plus lâche, il y a beaucoup moins de contrôle. Et les personnes qui utilisent ces produits, bien souvent, n'ont pas les protections adaptées, voire n'ont pas de protection du tout. Donc c'est vraiment exposé massivement à ce danger, avec des cas de mortalité directe. Donc c'est très très dangereux pour les populations qui les utilisent. Et parmi ces populations qui les utilisent, les travailleurs, on trouve des hommes, des femmes et aussi beaucoup d'enfants. Vous avez interrogé les fabricants de pesticides pour leur demander quand même comment ça se fait que vous continuez à produire des pesticides qu'on sait dangereux, qu'on a interdits, et à les vendre dans des pays pauvres. Il n'y a pas un problème de morale, ça leur pose aucun souci? Eux ne réfléchissent pas en termes de morale, ils réfléchissent en termes de business. Il n'y a pas du tout de prise en compte de la santé des populations qui peuvent travailler avec ces produits ou être exposés parce qu'ils vont consommer une alimentation contaminée par ces substances toxiques. D'ailleurs, l'ONU, dans un rapport sur l'alimentation, a noté que cette pratique est une violation des droits de l'homme. Donc la France viole les droits de l'homme selon l'ONU aujourd'hui? La France participe à la violation des droits de l'homme, c'est l'ONU qui le dit. Comme le dit ce journaliste, on ne parle pas ici de petits pesticides. On parle de produits qui sont considérés comme les plus toxiques de la planète. Ces pesticides, ils les interdisent en Europe parce qu'ils en connaissent la dangerosité. Par contre, ils continuent à les produire pour aller les déverser en Afrique en sachant pertinemment les conséquences dévastatrices que ces produits auront sur la population. Et après cela, on vient nous dire que ces gens se préoccupent de la santé des Africains. On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Et pourtant,
On sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier des laboratoires où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Il y a exactement 25 ans, les budgets de la OMS, les plus de 50%, étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a seulement les 18 ou 20% de contributions publiques, de telle façon que le secteur privé, fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l'organisation. Les premiers 50 ans d'existence de l'industrie pharmaceutique, on a développé des médicaments qui guérissaient les maladies. Depuis une vingtaine d'années, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments pour traiter les maladies, des traitements mais pas pour guérir. Peut-être parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un malade qui est un client. L'objectif est d'abord des profits avant des intérêts de santé publique. Mon rêve en fait dans cette histoire, c'est que chaque famille africaine puisse avoir un plant d'Artémisia afra, qui est donc vivace, c'est un buisson, et ils se coupent de l'Artémisia pour faire de la tisane un jour sur 2. Ils n'auront pas le palu et ça sera terminé cette histoire. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Ce que dit dans ce documentaire l'ancien directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'aujourd'hui, l'OMS est principalement financée par des organismes privés, tels que la Fondation Bill Gates, et que le but, maintenant, ce n'est pas de guérir les gens, mais de traiter la maladie, c'est-à-dire de l'entretenir, car les malades sont, et je reprends ces termes, des clients. Alors qu'il est techniquement possible d'éradiquer la malaria qui tue 500 000 personnes tous les ans, ils préfèrent que ces gens continuent de mourir pour maintenir leur industrie lucrative. Voilà la réalité du monde dans lequel nous vivons et dont l'Afrique est la principale victime. Donc, est-ce que ces gens se soucient de la santé des Africains? Est-ce qu'ils ont changé? En Afrique du Sud, des chercheurs ont essayé de mettre au point une arme biologique sélective visant à tuer exclusivement les personnes noires. Et plusieurs États étaient impliqués dans ce projet. Le gouvernement blanc d'Afrique du Sud a longtemps été condamné pour sa brutalité à l'égard de sa population noire majoritaire. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret, le projet COAST, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur la Mort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupane.
En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui encore, beaucoup nient que l'épidémie de charbon en Rhodésie, la plus importante jamais observée, ait été provoquée délibérément. Jim Parker est le premier membre des Selous Scouts à admettre publiquement que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée. L'Afrique du Sud devient le dernier champ de bataille de la suprématie blanche sur le continent africain. Et comme en Rhodésie, l'un des chapitres les plus sombres de l'apartheid est l'utilisation secrète des armes biologiques. En 1996, la commission Vérité et Réconciliation est mise sur pied pour permettre aux victimes de l'apartheid de témoigner. Elle encourage aussi les anciens membres des services de sécurité à confesser publiquement leurs crimes en échange d'une amnistie. En 1999, il est traduit en justice pour répondre de 61 chefs d'accusation, dont meurtre, conspiration de meurtre, fraude, trafic de drogue et propagation volontaire d'une épidémie de choléra. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. Toutes sortes de recherches qui aujourd'hui paraissent vraiment délirantes. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet Coast, baptisé la bombe noire. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Tout cet épisode de l'arme ethnique a été parfaitement exposé lors du procès. En fait, nous avions pour objectif de synthétiser une certaine protéine présente dans le sperme à des fins contraceptives. L'idée était que si on pouvait immuniser une femme contre le sperme, on la rendrait stérile. Ces recherches nous ont été demandées par un autre pays qui avait un problème d'explosion démographique dans le cadre d'un échange de technologies. Ils nous ont donné certaines choses et nous ont demandé de faire ça pour eux. Les gouvernements britanniques et américains se sont donné beaucoup de mal pour faire disparaître les preuves du projet Coast. Ils ont fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle détruise ses stocks d'armes biologiques et tous les documents s'y rapportant. Basson affirme que ces stocks ont été jetés à la mer. Dresch se procure un rapport top secret de l'armée sud-africaine au président Mandela, déclarant que les stocks du projet Coast ont été détruits. Je suis certaine que certains gouvernements continuent de mener des recherches dans ce domaine. Et que c'est sans doute ce qui nous attend à l'avenir, des armes biologiques capables de cibler certaines populations. Je trouve ça terrifiant. Ce que l'on découvre à travers les témoignages et les documents exposés dans ce documentaire notamment, c'est qu'il y avait le projet de conception d'une arme qui permettrait de tuer les personnes noires tout en épargnant les personnes blanches. Et cela de manière indétectable. Et donc c'était véritablement un génocide qui était envisagé. Et ce n'est pas uniquement l'Afrique du Sud qui était concernée. Des services secrets de pays étrangers finançaient ce projet. Et comme le chercheur n'a pas été condamné par la justice,
on ne pourra jamais remonter le fil et savoir qui étaient les protagonistes de cette affaire. Le New York Times, dans un article op-ed publié le 31 juillet 2007, déclare ceci. Alors le titre de l'article, on le trouve ici, c'est « Pourquoi l'Afrique a peur de la médecine occidentale ». Pourquoi l'Afrique a peur de la médecine occidentale. Et l'article fait des rappels intéressants. Par exemple, ici, voici ce qu'il nous dit. L'Afrique a accueilli un nombre de malfaiteurs médicaux occidentaux qui ont intentionnellement administré des agents mortels sous le prétexte d'apporter des soins de santé ou de conduire des recherches. Donc là, on lit textuellement dans le New York Times qu'il y a des médecins et des chercheurs occidentaux qui sont allés en Afrique et qui sciemment, vous voyez ici c'est bien marqué intentionnellement, ont tué des Africains avec le prétexte de vouloir les soigner. L'article dit plus loin, s'appuyant sur une étude de 2003 menée conjointement par le journal international de STD et l'ONG AIDS, que 40% des personnes qui sont contaminées au VIH en Afrique sont contaminées dans le cadre de traitements médicaux après avoir été vaccinées parce que les seringues étaient contaminées. C'est-à-dire que 40% des personnes qui en Afrique sont infectées par le VIH le sont à cause de seringues qui sont contaminées. Ensuite, l'article rappelle l'affaire des infirmières bulgares qui avaient été poursuivies en justice en Libye parce que justement, elles étaient accusées d'avoir sciemment contaminé des seringues pour infecter des enfants libyens avec le sida. Et le New York Times donne cette conclusion ici. Ces actes n'étaient peut-être pas intentionnels, mais étant donné l'histoire de la médecine occidentale en Afrique, les accusations selon lesquelles cela était fait consciemment ne sont loin d'être de la paranoïa. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que nous vivons dans un monde hostile, et cette hostilité est encore plus exacerbée à l'endroit des personnes noires. L'esprit de détestation de l'homme noir qui s'est manifesté en Occident, particulièrement à partir du XVe siècle, est toujours en cours. Et il y a bien un plan de génocide du peuple noir qui ne concerne pas le futur, mais qui est déjà en cours